Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette couverture spéciale. Von Clowitz disait que la guerre est la continuité de la politique par d'autres moyens. Après des semaines de négociations, la diplomatie s'écarte pour laisser le champ à la guerre. Les armes ont parlé ce matin. Nouvelle flambée de tensions donc au Moyen-Orient. Plusieurs explosions ont retenti ce samedi dans différentes villes iraniennes. Des attaques revendiquées par l'entité sioniste et les États-Unis. Dans la foulée, l'Iran a annoncé la fermeture de son espace aérien. En représailles, le corps des gardiens de la Révolution a mené une riposte contre plusieurs bases américaines dans la région. Donc la question se pose, jusqu'où ira cette nouvelle escalade ouverte au Moyen-Orient? Nous allons tenter d'y répondre en direct. Nous rejoignent à distance Bassem Laraj, expert en relations internationales depuis Paris, et Riyad Sidawi, expert en géopolitique depuis Genève. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Abdelkader Soufi, notre consultant Al 24 News, va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, je vais commencer avec vous, monsieur Sidawi. Vous l'aurez vu à travers ces images qui nous parviennent. Plusieurs raids ont été menés contre l'Iran depuis l'aube. Pour l'heure, toujours pas de bilan précis, car les frappes se poursuivent tout azimut. On parle de plus d'une soixantaine de morts, dont une majorité d'enfants dans le bombardement d'une école dans la ville d'Hormozgan. Monsieur Sidawi, cela fait donc plusieurs jours que ces attaques étaient attendues. Et il faut dire que les tensions entre Washington et Téhéran ont été exacerbées par l'entité sioniste ces derniers temps, n'est-ce pas? Oui, absolument. Personnellement, je ne suis pas surpris par ces attaques. D'ailleurs, je l'ai dit sur plusieurs antennes que l'attaque aura lieu à la fin de la semaine. Pourquoi? Parce que la mobilisation américaine, aérienne et maritime a atteint son apogée avec l'arrivée du porte-avions Gerald Ford à Haïfa. Donc, tout est prêt. En plus, nous savons bien maintenant que c'est pendant la visite de Netanyahou à la Maison-Blanche et sa rencontre avec Donald Trump, la décision a été prise, attaquer l'Iran. Mais la surprise, ou la bonne surprise pour l'Iran, c'est que l'Iran a été bien préparé pour ces attaques. Pourquoi? Parce qu'elle a réagi rapidement, elle a riposté immédiatement contre Israël, contre l'entité sioniste, et attaqué, a visé les bases militaires américaines dans les pays du Golfe. Très bien. Le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, où siège le 5e flotte américaine, pas le sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman est un pays ami avec l'Iran et c'est le médiateur entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique dans toutes les négociations. Donc, l'Iran a tiré le son de la guerre de 12 jours, la guerre de juin 2025, et s'est bien préparé afin de riposter rapidement et fortement contre ces attaques américaines et israéliennes. Très bien, Riyad Sidawi. Je rappelle que le président américain Donald Trump a annoncé ce samedi matin dans un message vidéo diffusé sur son réseau social Truth Social le début d'opérations militaires majeures et, je cite, massives contre l'Iran, une opération nommée Epic Fury par le Pentagone. Alors pourquoi est-ce que les États-Unis veulent-ils semer le chaos dans la région en sachant pertinemment que des frappes contre l'Iran mèneraient de facto à une confrontation régionale ouverte? C'est une question qui est dirigée vers vous, Bassem Laraj. Oui, merci. Donc là, on voit clairement que les États-Unis s'alignent parfaitement sur l'agenda israélien dans la zone. Et effectivement, comme vous venez de le dire, là, on était en pleine phase de négociation pour essayer de trouver un compromis entre les Iraniens et les États-Unis, notamment sur le dossier du nucléaire iranien. Mais en réalité, dès le départ, les conditions américaines et les demandes américaines étaient telles qu'il était impossible pour les Iraniens de les accepter en tant que telles, notamment pour ce qui touche à des éléments qui touchent à la souveraineté iranienne directement. Et donc là, on voit l'alignement des Américains avec les Israéliens, tout simplement pour essayer de faire tomber le régime iranien. Et ça a été dit d'une manière directe, que ce soit par Netanyahou ou par Donald Trump. Mais maintenant, il faut voir si les Américains vont entrer dans cette phase
qui va nécessiter du temps, et c'est pas évident non plus pour arriver à leur but, dans le sens où les Iraniens ont également la capacité de résistance pour faire face à cette stratégie américaine. Et maintenant, il faut voir en réalité sur le temps, qu'est-ce que les prochains jours vont donner. Est-ce que les Américains vont monter en puissance en termes d'attaque et de bombardement pour cibler les éléments stratégiques sur le territoire iranien? Surtout que Donald Trump le répète régulièrement qu'il n'est pas un fan des guerres qui durent dans le temps. Mais maintenant, en face, on a une nation iranienne qui a fait déjà preuve de résilience et de résistance par le passé, et qui a la capacité en réalité de résister, notamment sur le temps, pour faire face aux États-Unis. Donc en réalité, toutes les possibilités sont ouvertes aujourd'hui, et donc c'est très très dangereux pour l'ensemble de la région, du Moyen-Orient. Très bien, Bassem Al-Araj, je me retourne à présent vers Abdelkader Soufi qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors Abdelkader Soufi, pour revenir sur ce qu'avait dit Riyad Sidawi il y a quelques minutes, sommes-nous aujourd'hui en passe de revivre un même scénario, un scénario similaire à celui qu'on a vécu durant cette guerre des 12 jours qui a éclaté en juin dernier? Et pourtant, souvenez-vous, les États-Unis avaient annoncé avoir détruit les capacités nucléaires iraniennes totalement. Nous aurait-on menti, Abdelkader Soufi? Je le pense, parce que du moment qu'il y a contre-attaque aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous sommes devant une situation exceptionnelle et nouvelle. Là, on n'est plus dans la guerre à la carte, nous sommes dans une confrontation directe. Aussi, les États-Unis d'Amérique ne se contentent plus de suivre de loin. Il y a une synchronisation de l'action avec l'entité sioniste et avec un déploiement sans précédent d'arsenal militaire. Et nous étions sûrs qu'il allait y avoir une attaque et que toute l'action diplomatique n'était qu'un leurre, ou bien une façon aussi d'exercer une pression sur les Iraniens. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Iraniens, ils se sont bien préparés. Ils se sont bien préparés. La guerre des 12 jours a été une école pour eux, leur a permis de redéployer leurs forces, d'en tirer les conclusions. Et là, ils sont dans la guerre. Est-ce qu'ils ont la capacité de tenir? Je pense qu'ils l'ont. Ils ont cette capacité de tenir. La question n'est pas le potentiel iranien. Le potentiel iranien, il existe. Seulement, vous savez, là, nous sommes dans une autre phase, ça veut dire déterminer les cibles à atteindre. Est-ce que les Américains, effectivement, et les sionistes ont la capacité de déterminer effectivement et de détruire les caches et les magasins de l'arsenal militaire? Là, on sera dans une autre dimension. Mais aussi les Iraniens, ils ont annoncé les objectifs et ils ont commencé aujourd'hui, mais surtout la réactivité ou la réaction iranienne a été instantanée. Ça veut dire que ce qu'ils avaient dit, ils sont en train de l'exécuter. C'est toute la région qui va en souffrir, malheureusement. Est-ce que cela va durer dans le temps? Est-ce que les Américains ont l'intention de faire une guerre d'usure? On va voir, on verra. Mais justement, l'Iran a annoncé la fermeture de son espace aérien. Est-ce que justement, cette action-là est le signe d'une anticipation, d'une escalade qui va être beaucoup plus large dans les heures à venir? Je crois que l'escalade, elle va durer. Maintenant que la guerre s'est déclenchée, je ne pense pas que c'est une question d'un jour ou 2 jours par rapport à ce qui a été déployé, par rapport à ce qui a été dit. Et il y a un rapport de force, il y a un bras de fer qui est en train de s'exercer. Ce bras de fer, celui qui plie le premier serait le grand perdant dans cette opération. Les Iraniens, je pense qu'ils se sont bien préparés à cela. La riposte a été immédiate, donc nous suivions les différentes attaques et contre-attaques. Les Iraniennes, donc à chaque période, étaient capables d'envoyer, que ce soit des missiles ou des drones, ou des drones kamikazes, ce qui explique que stratégiquement, ils sont bien préparés et ils savent ce qu'ils font, d'autant plus que l'ensemble des attaques ne sont pas, identifiées ou placées dans un seul endroit. C'est à partir de beaucoup d'endroits, ce qui explique aussi que cette
décentralisation de l'action. Et c'est ce qui fait peut-être la force de l'équilibre des Iraniens. Maintenant, ce que je disais au départ, est-ce qu'ils seront à l'abri des attaques ciblées des Américains, ou est-ce qu'on va assister aussi à l'utilisation de nouvelles armes jusque-là non connues ou interdites? Très bien, donc vous l'aurez compris, monsieur, le chaos règne sur la région depuis ce matin. Suite à ces attaques, Téhéran a amorcé une riposte de grande envergure contre les bases américaines de la région. L'opération de contre-offensive iranienne a été baptisée Al-Wa'd Sadr 4. La fumée s'est élevée sur les bases des Émirats, du Bahreïn et également d'autres pays du Golfe abritant des bases américaines. Des explosions revendiquées par Téhéran ont également été signalées dans les territoires palestiniens occupés. Riyad Sidawi, est-ce que la riposte des gardiens de la Révolution contre ces bases américaines vient marquer aujourd'hui un tournant régional? Oui, je pense oui, évidemment. Mais il faut dire aussi, il faut souligner que l'Iran n'a pas attaqué des pays arabes, des Golfes. L'Iran n'a pas attaqué le Qatar en soi, ou les Émirats, ou l'Arabie Saoudite, ou le Bahreïn. Exactement, ce sont les bases. Précis. Absolument. L'Iran a attaqué des bases militaires américaines, même pas civiles, militaires américaines, des radars, des aérodromes, des installations militaires américaines. Et d'ailleurs, Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a téléphoné à ses homologues dans ces pays depuis des longues semaines qu'écoutez, en cas où les Américains nous attaquent, on va riposter, et ce n'est pas vous que vous êtes concernés, ni en tant qu'État, ni en tant que peuple, mais uniquement les bases militaires américaines. Et je pense, tout à l'heure, j'ai entendu des infos qui disaient que Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a téléphoné à ses homologues, je pense qatariens, émiratis, et je pense aussi le Bahreïn, afin de les rassurer, ce n'est pas vos pays qui sont attaqués. Non, ce sont les bases militaires américaines. Et là, ce n'est pas un secret, parce que les Américains ont menacé, les Iraniens ont riposté par des menaces. On va attaquer vos bases militaires dans la région. Maintenant, ils ont exécuté leurs menaces. Ils ont exécuté leurs menaces, voilà. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, le chaos règne dans les pays de Golfe. Et pourquoi moi je l'ai dit, j'ai déclaré pour plusieurs antennes de télévision, la guerre aura lieu à la fin de la semaine, le samedi probablement. Pourquoi? Pour éviter le crash de la bourse. Parce que j'ai constaté, j'ai regardé la bourse de Nasdaq et de Dow Jones de Wall Street, j'ai remarqué à titre d'exemple que le United Airlines, compagnie aérienne américaine, qui a fait beaucoup de bénéfices d'ailleurs, mais sa valeur chute de 10% presque. Là, les investisseurs, ils ont compris que c'est la guerre. Demain, c'est la guerre, donc on se retire. Évidemment, le lundi, si par exemple les Iraniens, ils ont menacé aussi de fermer le détroit d'Ormuz, donc plus de 20% de pétrole des pays de Golfe qui coulent dans le marché international, on ne veut pas l'avoir. Dans le cas où les Iraniens aussi exécutent leurs menaces, et je pense qu'ils sont capables de le faire. On va voir un baril de pétrole qui va dépasser largement $100, peut-être $200, peut-être même $300. Et là, évidemment, l'économie américaine et les bourses occidentales seront bien fragilisées. Donc, il faut savoir aussi, Donald Trump ou même l'entité sioniste ne sont pas dans des positions confortables malgré leur armada militaire. Et outre l'aspect économique, on entre également dans une guerre d'information massive, il faut le noter. Certains médias sionistes ont parlé tout à l'heure de la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, une information très rapidement démentie par la partie iranienne. Bassem Al-Araj, l'information, un enjeu crucial pour les jours à venir. Oui, l'information et la manipulation de l'information est quelque chose de crucial et habituel dans ce type d'opération. Et effectivement, les Israéliens ont déjà commencé à essayer de manipuler en lançant différentes informations ciblant l'ayatollah, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, en disant qu'il aurait été tué lors de la première frappe qui a ciblé sa résidence
à Téhéran. Ils ont ciblé également le président iranien et d'autres responsables. Et donc, l'idée derrière ça, c'est essayer de démotiver, on va dire, les responsables iraniens pour essayer de les pousser finalement à ne pas résister face à l'attaque israélo-américaine. Donc, l'information a été démontée rapidement. Maintenant, il faut voir effectivement au cours des prochaines heures et des prochains jours ce que, de part et d'autre, on va dire, les informations qui vont être mises en avant vont nous révéler comme éléments certains ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Iraniens, de leur côté, essayent de riposter à ce type d'opération et d'attaque israélienne en montrant qu'ils ont la capacité également de résister face à ces opérations, de démentir les informations qui ont été données, parce que les Israéliens avaient dit qu'ils ont déjà détruit, on va dire, l'ensemble des radars iraniens, pour pouvoir mener ultérieurement des attaques encore plus massives, notamment le soir. Information qui a été démentie par les Iraniens également. Et donc, on verra au cours des prochaines heures ce que cela va donner. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va assister à beaucoup de manipulations dans les médias, notamment de la part des Israéliens et des Américains. Et c'est quelque chose auquel on avait assisté même auparavant. Lors des négociations, entre guillemets, on a vu le président américain qui a commencé à parler du système de l'armement balistique iranien en disant que finalement, ça pouvait constituer même une menace contre les États-Unis parce que les Iraniens développaient des missiles qui pourraient atteindre les États-Unis, ce qui est totalement faux. Abdelkader Soufi, je vous vois acquiescer. Vous êtes d'accord avec les propos de Bassem al-Arach concernant cette manipulation de l'information? Absolument, parce que ces fake news sont monnaie courante dans l'action occidentale, notamment américaine, dans sa guerre ou dans ses guerres contre des pays auxquels qu'elle considère justement comme étant ennemis. Nous nous rappelons quand il y a eu la guerre du Golfe contre l'Irak, il y avait une petite capsule que les Américains avaient montré comme étant l'arme nucléaire irakienne sur cette base-là. Donc on a donné la possibilité d'envahir l'Irak. Aujourd'hui, c'est pareil. Donc, on dit que l'Iran est l'ennemi et la menace des Américains. Ce n'est pas l'armée iranienne qui est allée aux portes des États-Unis d'Amérique. Quand on voit le déploiement militaire, un containment total donc de l'Iran, donc de l'ouest, du nord, du sud et de l'est, il n'y a que l'arsenal militaire américain. Attention aussi, donc nous sommes dans une cognitive Far Wars, donc c'est la guerre cognitive, et par excellence, vous avez vu que dans le discours aussi de Donald Trump, il appelait les Iraniens à rester chez eux et que dès qu'ils auraient fini donc avec le dispositif militaire, d'aller prendre le pouvoir. Ça aussi, c'est une autre forme de guerre. Et ils savent très bien que tout repose sur le conditionnement de l'esprit humain en Iran. Est-ce qu'il y aura un front solide autour du pouvoir ou est-ce qu'il y a cette possibilité de casser ce front à travers, surtout aussi, l'infiltration de la société civile. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je pense que les Iraniens se sont aussi bien préparés à cela. Et ils ont aussi une bonne communication. D'ailleurs, tout de suite, ils ont démenti les mensonges que les premières frappes avaient atteint le guide suprême, mais aussi parce que l'entité sioniste avait déclaré que les premiers raids ou les premières attaques missiles avaient touché une réunion de toute la sphère politique iranienne. Ce qui est sûr, aujourd'hui, vous savez, la guerre ne se gagne pas que sur le terrain. La guerre politique, la guerre médiatique a un rôle très important. Celui qui gagnera la guerre médiatique sera, je pense, le vainqueur de cette guerre-là. Ça, c'est sûr. Rien ne se fait sur le terrain sans cette image qui est donnée à travers les médias. On se souvient que, par exemple, dans cette guerre ou dans l'invasion de Bab el-Azizia en Libye, les gens
avait vu sur des images sur des chaînes de télévision que Bab el-Azizia a été envahi, alors qu'il n'y avait rien de tel. C'est ce choc des esprits qui a fait balancer les rapports de force. Donc les Américains s'appuient essentiellement sur ce rapport-là pour faire dire que nous avons réussi à faire tomber le régime, et nous allons le voir durant les jours à venir que les Américains vont cibler beaucoup ce côté-là, donc en s'attaquant frontalement au pouvoir iranien et à essayer de le fragiliser à travers le front interne. Et pour revenir sur la société civile, Riyad Sidawi, le peuple iranien, les Iraniens sont sortis en masse tout à l'heure dans la capitale Téhéran pour protester contre ces frappes américano-sionistes. Le peuple a donc parlé et le peuple a donc contesté cet appel et refusé cet appel du président américain Donald Trump de reprendre le pouvoir. Absolument, je pense que le régime iranien, tout d'abord, c'est un régime issu d'une révolution populaire de 1979 contre le Shah. Aujourd'hui, le fils du Shah veut reprendre le pouvoir, mais c'est un rêve américain sioniste. Pourquoi? Parce qu'il y a une mobilisation, il y a le nationalisme iranien qui fonctionne aujourd'hui. Même des manifestants contre la cherté de la vie, contre le gouvernement en place, aujourd'hui, ils manifestent leur solidarité avec leur pays, parce que leur pays est agressé et attaqué de l'extérieur, sans passer par le Conseil de sécurité, sans passer par le droit international, ni le chapitre 7 de la Charte de l'ONU, ni le chapitre 6 de la Charte de l'ONU, mais c'est la force, c'est la force. Donc, à mon avis, le nationalisme iranien, aujourd'hui, à son apogée, il y a une solidarité totale parce qu'ils sont attaqués de l'extérieur. Donc, on oublie pour le moment les problèmes intérieurs du pays et on s'occupe de l'agresseur étranger. Et en parallèle, les réactions internationales se sont enchaînées depuis ce matin. La Russie, l'Espagne ou encore le Pakistan ont dénoncé les attaques américano-sionistes et appellent à un arrêt immédiat de ces frappes. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que les États-Unis et l'entité sioniste attaquent un pays souverain en piétinant une nouvelle fois la légalité internationale. La question est pourquoi mettre de côté la voie diplomatique et privilégier le feu dans une logique d'embrasement du Moyen-Orient après avoir tenu des rounds de négociations pendant plusieurs semaines, Bassem Larj? Oui, je pense que ces négociations, en réalité, avaient pour but d'avoir, on va dire, un accord, mais un accord à la sauce Trump, avec les conditions de Trump. Donc, pas d'enrichissement, pas d'armement balistique, pas d'influence régionale. Donc, c'est des éléments, bien évidemment, dès le départ, qui ne pouvaient pas être acceptés par les Iraniens, parce que ça constitue une atteinte directe par rapport à leur souveraineté et à leur honneur, déjà, en tant que nation. Donc, on a placé la barre extrêmement haut, dans le but, en réalité, que les négociations n'aboutissent pas à un résultat. Et malgré ça, en réalité, les Iraniens ont fait beaucoup d'efforts, d'après même le médiateur omanais, donc qui disait juste hier qu'on était finalement assez proche d'un accord, et on voit que finalement, ce n'était pas l'accord qui était réellement recherché derrière ça. L'objectif final restait finalement de faire tomber le régime iranien, et donc si on rentre dans la logique israélienne qui a été finalement adoptée par les Américains, c'est que finalement de mettre fin au programme nucléaire iranien et à leur armement balistique qui menace directement Israël et pas les États-Unis en réalité. Et donc c'était ça le but, et en totale violation bien évidemment du droit international. Et comme vous l'avez dit très bien dès le début, c'est pas la première fois en réalité que ce soit les États-Unis ou Israël violent le droit international. On l'a vu lors du génocide qui est à Gaza, lors de la deuxième guerre d'Irak, lors de la guerre des 12 jours qui a ciblé l'Iran. Est-ce peut-être une diversion, Bassem? Pardon? Est-ce peut-être une diversion pour détourner l'attention de ce qui se passe à Gaza? Exactement aussi, ça rentre aussi dans cette stratégie, on le voit très bien. On parle de moins en moins de génocide
qui a ciblé les Palestiniens ces derniers temps. Et on se focalise sur d'autres conflits régionaux. Et pour les Israéliens, effectivement, c'est une manière de détourner le regard par rapport à ce qui se passe dans les territoires occupés. On voit déjà aujourd'hui une colonisation rampante en Cisjordanie, donc une annexion de fait de la Cisjordanie, et donc une mise à mort en réalité de toute possibilité d'un État palestinien, sans parler de ce qui se passe à Gaza, bien évidemment. Et donc, pour les Israéliens, ils profitent également de l'occasion pour essayer de faire avancer leur agenda stratégique dans la région, parce que finalement, le seul État qui leur tenait tête aujourd'hui dans la région, c'est l'Iran. Et donc, pour eux, c'est tout bénef de fait de faire suivre les États-Unis derrière eux dans cette stratégie qui vise à affaiblir l'État iranien. Très bien, messieurs, on continue de parler de cette énième escalade au Moyen-Orient juste après cette courte pause. Bienvenue à nouveau si vous venez de nous rejoindre pour la suite de cette couverture spéciale frappe américano-sioniste contre l'Iran. Abdelkader Soufi, je reviens vers vous concernant les propos de Bassem Larad juste avant la pause. Ce conflit est bien plus profond en réalité qu'il ne paraît. Bien sûr qu'il est bien plus profond et bien plus compliqué. D'abord, pourquoi s'attaquer à l'Iran ? C'est l'Iran après le Venezuela. C'est une forme de guerre à dimension globale. Donc, une autre façon de contenir la Chine, parce que, vous savez, il y a eu plusieurs stratégies. La première stratégie qui a été lancée par Barack Obama en 2012, c'était donc le pivot américain en Asie-Pacifique. Seulement en 2017, Donald Trump, quand il faisait son premier mandat, les think tanks ont proposé un élargissement du territoire de la guerre vers l'océan Indien. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le projet IMEC, India Middle East Corridor. Ce projet lui-même, donc, qui a essayé de faire basculer l'Inde du sud global vers les forces occidentales. Donc, bien que les scénarios entre le scénario du Venezuela et celui de l'Iran ne sont pas très similaires. Le Venezuela, c'était une opération assez courte. Je parle de l'objectif en lui-même. Le Venezuela, c'est un grand fournisseur de pétrole de la Chine. L'Iran aussi, c'est un grand partenaire. Aussi, donc, ce projet AIMEC, ces derniers jours, l'entité sioniste vient de signer un contrat avec l'Inde pour ce AIMEC dans sa version africaine, à savoir passer donc jusqu'au Soudan à travers la corne africaine. Cela met donc une autre forme de tension, et je pense que ça a été voulu. Cette forme de tension, c'est isoler l'Égypte, contenir l'Égypte, la Turquie, et aussi mettre à mal l'Arabie saoudite, d'autant plus que nous avons vu que les Émirats ont tendu des pièges, ont essayé de frapper dans le dos les Saoudiens. Et ça explique un peu une stratégie de contenir ce qui contient l'entité sioniste. L'entité sioniste, elle se retrouve dans un premier cercle de containment, qui est la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte. Donc, en créant d'autres points, indépendamment des pays qui sont quelque part arabes acquis à la cause sioniste. Je ne vais pas citer les noms qui sont connus. Donc, on élargit jusqu'à la Grèce et Chypre pour les faire entrer dans ce projet, aussi jusqu'à l'Éthiopie, le Somalie et l'Inde. Là, nous avons élargi le champ de la conflictualité et on essaie de faire oublier ce qui se passe sur le territoire de la Palestine, parce que le projet en lui-même doit passer par la Palestine, doit passer par Gaza, donc le projet du corridor maritime qui traverserait à travers le canal Ben Gourion. Et la deuxième route, c'est celle qui passe par les rails à travers la Grèce. Là, le schéma est mis en place. L'Iran est un partenaire stratégique de la Chine et bien sûr de la Russie. Donc nous sommes dans une autre dimension de guerre de pôle. Et atteindre ou casser l'élan de l'Iran ou neutraliser l'Iran, c'est une façon d'avoir une mainmise totale
sur le Moyen-Orient et sur l'ensemble des routes du commerce et de international, et surtout celle de l'énergie, quand on considère l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Égypte et même la Somalie, et le Yémen, comme étant de grands gisements de pétrole et de gaz. Vous comprendrez que, donc là, le transfert de la guerre a choisi, donc les Occidentaux ont choisi ce territoire-là pour contenir l'évolution ou la montée en puissance des puissances régionales, mais surtout asseoir définitivement l'hégémonie et écarter tout danger pour l'entité sioniste, parce que l'entité sioniste en définitive a été créée dans l'objectif qu'elle soit un port avancé ou un porte-avions américain dans la région, sauf que maintenant, avec le sionisme international, c'est la manipulation inverse. C'est plutôt l'entité sioniste, c'est le sionisme international qui contrôle malheureusement les États-Unis d'Amérique. Vous avez vu quand il y a eu comment que Donald Trump a été accueilli pour ce problème-là au Congrès, ou par son gouvernement, vous comprendriez que l'IPEC et tout ce qui est groupe de pression sioniste a le pouvoir, et on voulait frapper quel que soit l'issue des négociations avec l'Iran. Donc le côté diplomatique n'a été qu'une fenêtre aux yeux du monde pour dire que voilà, nous sommes en train de négocier, mais malheureusement les Iraniens ne veulent pas et ils sont le danger au Moyen-Orient, et ils représentent une menace directe pour les États-Unis d'Amérique. J'aimerais à présent revenir avec vous, Riyad Sidaoui, sur les réactions internationales qui se sont enchaînées depuis ce matin. On l'a dit tout à l'heure, la Russie, l'Espagne et le Pakistan ont fermement condamné ces attaques américano-sionistes et ont appelé à un arrêt immédiat des frappes. L'Union européenne a aussi proposé des pourparlers pour arriver à une solution diplomatique. Ces réactions auront-elles un réel impact, notamment en prenant en compte l'impunité dont jouissent les États-Unis et l'entité sioniste, M. Sidaoui? Non, bien sûr que non. Il n'y a aucun impact. Les États-Unis d'Amérique et l'État sioniste vont continuer leur agression contre l'Iran, mais s'ils arrêtent, c'est la résistance et les ripostes iraniens qui vont les arrêter, que la force, parce qu'ils comprennent que le langage de la force. J'aimerais bien parler un peu de la Chine et la position de la Chine, parce que c'est ma thèse. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure sur votre antenne en langue arabe, la Chine est visée par cette agression américano-sioniste. Pourquoi la Chine est visée? J'appuie cette thèse par des chiffres. La Chine apporte environ 90% du pétrole iranien avec des prix plus bas que les prix du marché. La Chine aussi importait 70% du pétrole du Venezuela. Nous avons que des experts de la Banque mondiale et du FMI disaient que, en principe, en 2032, le produit intérieur brut chinois, le PIB chinois, va dépasser le produit intérieur brut américain. Va dépasser. Donc, quand on devient la première puissance économique mondiale, forcément, on devient aussi la première puissance politique et militaire mondiale. La Chine se prépare militairement et a des nouvelles technologies très, très avancées. Donc, comment les stratèges américains pensent, disent, voilà, c'est une brèche, c'est quelques années avant la montée flagrante de la Chine, on va isoler les partenaires économiques de la Chine. Et l'Iran, c'est un partenaire économique et même militaire et diplomatique avec la Chine et la Russie. N'oublions pas que l'Iran fait partie des pays des BRICS. Des pays de BRICS dirigés notamment par la Chine et la Russie. Il a même des accords stratégiques et militaires avec la Russie. Donc, c'est l'actuel ordre mondial, si vous voulez, qui est en état d'agonie, qui veut survivre face au nouvel ordre mondial,
dirigée par la Chine et ses alliés, la Russie et les pays de BRICS. Un autre chiffre, parce que j'aime bien le langage des chiffres, c'est un langage scientifique. Rappelons-le, le produit intérieur brut des pays de BRICS, des 5 pays de BRICS en 2023, avant l'adhésion de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, les Émirats et de l'Éthiopie, le produit intérieur brut des pays de BRICS a dépassé pour la première fois en 2023 le produit intérieur brut des G7, des groupes de 7 pays industrialisés, à leur tête les États-Unis d'Amérique. Donc, le monde est en train de changer économiquement. Forcément, il va changer au plan politique et militaire. Donc, les Américains disaient que voilà, on a quelques années afin de éliminer les alliés de la Chine et contrecarrer la Chine. Parce que la Chine, en suivant ce taux de croissance, va devenir la première puissance mondiale prochainement. Bassam Al-Arraj, vous êtes d'accord avec M. Riyad Sidawi? Est-ce que vous pensez que ce conflit est finalement une stratégie géopolitique plus large qui vise à atteindre le monopole de la Chine? Oui, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs objectifs derrière ce conflit. Il y a des objectifs cherchés par les États-Unis et les objectifs recherchés par Israël. Donc, effectivement, pour les États-Unis, il y a la question de la Chine. Et comme ça a été dit, effectivement, c'est une manière pour eux d'essayer de limiter, on va dire, la montée en puissance de la Chine en la coupant d'un allié stratégique qui se trouve sur son projet de la route de la soie et qui est l'un des principaux exportateurs de pétrole vers la Chine, donc et un allié stratégique également dans la zone. Donc ça c'est à la fois la Chine, mais également la Russie. De l'autre côté, pour Israël, on a d'autres objectifs stratégiques dans la zone qui sont tout simplement de vider la zone de tout État qui peut lui faire concurrence ou créer une sorte d'équilibre. Il y avait auparavant l'Irak, mais l'Irak de l'époque, c'est plus l'Irak d'aujourd'hui. Donc le seul État qui est resté dans la région et qui pouvait créer cet équilibre régional par rapport à l'hégémonie qu'Israël tente d'imposer à l'ensemble de la région, c'est l'Iran, donc la République islamique. Et donc, derrière l'affaiblissement recherché, en tout cas par cette attaque de l'Iran, et donc cette volonté de faire tomber le régime, c'est de laisser la carte blanche à Israël pour imposer son agenda dans la région. Mais la réalité du terrain, c'est autre chose. Ça, c'est des objectifs, effectivement, que ce soit des États-Unis ou d'Israël. Maintenant, il faut voir, comme on le disait, la capacité de résistance dans le temps et sur la durée de l'Iran. Et l'Iran, par le passé, a toujours fait preuve de résistance et de résilience. Et maintenant, surtout, il faut attendre l'entrée dans le cadre de ce conflit des acteurs régionaux alliés de l'Iran, qui n'ont pas encore entré pleinement dans ce conflit qui commence tout simplement. Donc on a certains groupes irakiens qui sont proches de l'Iran, qui ont déjà commencé à attaquer des bases américaines à Erbil, dans le nord de l'Irak. Et il y a les Houthis également qui ont annoncé leur entrée dans le conflit. Il y a le Hezbollah également qui va entrer probablement dans le conflit. Et d'ailleurs, son secrétaire général est en train de parler actuellement, je pense, par rapport à cette situation. Et il avait indiqué déjà à la base que toute attaque vis-à-vis de l'ayatollah, donc le but suprême iranien, signifiait l'entrée en guerre du Hezbollah. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Et donc entre les projections américaines et israéliennes par rapport à ce conflit et la réalité qui va naître à la fin de ce conflit, qui risque peut-être de durer dans le temps et donner finalement d'autres résultats qui ne sont pas attendus, donc la réalité pourra être tout autre et bouleverser totalement les agendas de toutes les parties. Très bien. Abdelkader Soufi, la France, grand allié de l'entité sioniste, vient également de réagir. Alors Emmanuel Macron, le président français, a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale à partir de ce soir à 18h au Palais de l'Élysée. C'est une réunion d'urgence qui, je vois, portera sur la situation en Iran et les tensions actuelles au Moyen-Orient. Abdelkader Soufi, malgré les condamnations, ces violations flagrantes du droit international restent toujours sans sanction, même s'il y a des réunions lorsqu'il s'agit des États-Unis et de l'entité sioniste. Est-ce que cette matrice est aujourd'hui, selon vous, à l'origine du retour au concept de l'intervention militaire directe contre des États souverains, sans même feindre solliciter un mandat au Conseil de sécurité? Absolument. On a enterré définitivement le droit international, la Charte des Nations Unies. À partir du moment quand il y a eu
l'agression contre les Palestiniens à Gaza et donc en Cisjordanie, et après la guerre des 12 jours, toutes ces actions ont été menées et diligentées en dehors du Conseil de sécurité, en dehors de l'Organisation des Nations Unies. Celle d'aujourd'hui aussi. On n'a aucun document, ni accréditation, ni résolution qui donne le droit aux Américains, à l'entité sioniste, d'attaquer l'Iran. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une stratégie d'envahir et de casser donc, tout ce qui est autour. Et malheureusement, donc, c'est cet ordre mondial qui est mis en place à travers un chaos, plutôt un chaos organisé et dirigé. Regardez, il y a eu cette attaque pour reprendre l'ensemble du territoire palestinien contre Gaza. L'opération, heureusement qu'il y a eu la résistance de Hamas et de la résistance palestinienne. Il y a eu ce renversement en Syrie en une semaine. On a vu le renversement du pouvoir d'Al-Assad. On a eu aussi donc, cette attaque contre le Liban, le site du Liban. Et là, nous sommes en train de voir une machination, une mise en scène qui fait que l'opinion publique devient seulement spectateur. Et que les États qui représentent l'ensemble de l'organisation et de la vie des Nations Unies sont hypnotisés et sont neutralisés et personne n'ose dire quoi que ce soit. Ça veut dire que même les déclarations, ce ne sont que des États, ne représentent à l'international que des opinions. Et là, les Américains agissent et font ce qu'ils veulent. Et ils n'ont de compte à rendre à personne, l'entité sioniste aussi. Et quelque part, on a décidé de suivre l'action de l'entité sioniste, la couvrir et l'accompagner. Là, c'est une guerre de l'entité sioniste. Nous sommes en train de casser l'Iran. Après, ce serait le rôle de la Turquie, et l'Arabie Saoudite, l'Égypte, et par conséquent glaner du territoire et des terrains dont l'objectif premier de créer le Grand Israël. Oui. Aussi, ce Grand Israël serait la base de l'hégémonie américaine à travers le monde. Riyad Sidaoui, je reviens vers vous sur cette décision du président français Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas eu de condamnation, mais il y a eu convocation du Conseil de défense et de sécurité nationale. Quelle analyse faites-vous de cette décision ? Moi, je pense que la France, d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même l'a dit, les grandes puissances mondiales, ils imposent leurs lois. La France n'est plus aujourd'hui une puissance mondiale. Ça veut dire n'a pas un poids diplomatique ou politique ou même militaire, surtout économique. Et la France qui a emprunté plus que 300 milliards de dollars de la Chine est souvent humiliée par Donald Trump. N'oublions pas ça. Donc la France ne pourrait rien faire, ni plus ni moins. Le dossier iranien, le dossier du nucléaire iranien est dans la main de la Maison-Blanche, que ce soit Donald Trump, Joe Biden ou autres, mais pas la France, ni d'ailleurs l'Union européenne, qui n'est pas une puissance militaire dans le monde. Donc, trois grandes puissances qui vont déterminer le sort du monde, les États-Unis d'Amérique, évidemment, la Chine, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et la Russie aussi avec son arsenal militaire. N'oublions pas que la Russie, c'est le premier pays nucléaire qui a environ 7000 têtes nucléaires, même plus que les États-Unis d'Amérique. Donc, ce sont les trois grandes puissances. La France, que des déclarations, ni plus ni moins, des déclarations pour la presse, pour dire aux Français que nous sommes toujours là, nous sommes là, mais ni plus ni moins. Bassem Larraj, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on assiste à une paralysie des mécanismes multilatéraux? Le système international est aujourd'hui incapable de faire respecter le droit international?
Effectivement, malheureusement, c'est la réalité à laquelle on assiste aujourd'hui. On voit la montée en puissance de ces rapports de force en toute violation du droit international, matérialisé aujourd'hui par cette agression contre israélo-américaine, contre l'Iran, en totale violation du droit international. Et on voit que le droit international est finalement mis de côté pour les intérêts des grandes nations. Et en l'occurrence, on l'a vu depuis l'arrivée du président américain, Donald Trump, à la tête des États-Unis. On a une accélération en réalité de ce processus. On l'avait vu auparavant dans la guerre des 12 jours. C'était le même scénario, une attaque en totale violation du droit international sans l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies. On l'a vu lors également au Venezuela, la prise d'otage en réalité du président Maduro par les États-Unis, pareil, aucune condamnation internationale, et on le voit aujourd'hui par cette nouvelle guerre contre l'Iran et auparavant par ce qui s'est passé à Gaza. Et ça montre toute la limite en réalité de ce système international d'après-guerre, puisque le Conseil de sécurité est dirigé par les 5 grandes puissances, on va dire victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, avec ce fameux droit de veto, donc qui bloque finalement l'institution. Et on le voit aujourd'hui avec ce droit de veto, aucune condamnation ne peut être adoptée au sein du Conseil de sécurité ou par l'ONU condamnant les États-Unis ou un allié des États-Unis aujourd'hui comme Israël. Et donc ce qui impose en réalité une révision de tout le système international, ce qui explique également en parallèle la montée en puissance des prix, ce qu'on appelle également la coopération sud-sud, qui vient essayer de pousser en réalité pour un changement sur la scène internationale, pour essayer de créer un nouvel équilibre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une phase de remise totale du droit international et de tous les principes, et on mise en avant des rapports de force, et on voit les grandes puissances, et particulièrement les États-Unis aujourd'hui, imposer en réalité, mettre en avant leur intérêt et l'imposer par la voie de la force. Et l'une des principales raisons invoquées concernant ce conflit, c'est bien évidemment le fameux dossier du nucléaire. Vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, que ces attaques interviennent au moment de la reprise jeudi dernier des pourparlers nucléaires. Abdelkader Sofi, est-ce que ces attaques peuvent être perçues comme une tentative de torpiller ce dialogue ? Pourquoi torpiller ce dialogue du moment que les Américains eux-mêmes ne croient pas en ce dialogue ? Ils sont allés vers ce dialogue pour mettre l'Iran, j'allais dire, à genoux. Il fallait que la seule issue de ce dialogue était que les Iraniens abandonneraient définitivement le programme nucléaire, donneraient tout ce qu'ils avaient enrichi, capoteraient toutes les installations et aussi désamorcer l'ensemble de l'arsenal des missiles iraniens. C'est une façon de récapitulation, ou plutôt de capitulation de l'Iran d'une façon pacifique. Mais pourtant, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmail Baqai, parlait jeudi de grands progrès lors de ces pourparlers indirects à Genève. Mais c'est ça, et ceci explique que les pourparlers n'avaient aucun sens du moment que les Américains étaient préparés et prêts à attaquer. Ça fait un moment qu'ils étaient en train de se préparer à cette attaque, donc un renforcement du dispositif et de l'arsenal militaire. Donc ils ont éloigné tout ce qui était susceptible d'être dans le viseur des Iraniens. Ils ont vidé toutes les bases américaines au Moyen-Orient. Ils ont déplacé les porte-avions pour qu'ils ne soient pas à la portée des Iraniens. Cela explique totalement que les Américains se préparaient effectivement à une attaque. Et ils voulaient que cette attaque soit, et surtout les sionistes ont été contre, ils ont tout fait pour que cette attaque soit. D'ailleurs, pourquoi cette attaque a eu lieu aujourd'hui et pas dans une semaine ? C'est parce que le Congrès aussi allait se réunir pour limiter l'action et la frappe de Donald Trump. Si Donald Trump avait attendu encore une semaine, juste après la réunion du Conseil, donc du Congrès, il n'y aurait jamais eu d'attaque contre l'Iran. Et là, nous sommes dans parce que le réel politique
n'a rien à voir avec ce qui est véhiculé ou transmis à travers les médias ou avec les analyses. Il y a des objectifs à atteindre et les Américains œuvrent à le faire. Sauf que ce bras de fer risque de se retourner contre eux. Et ils ne savent pas la fin de cette guerre, à moins qu'ils décideront d'utiliser carrément l'arme nucléaire contre les Iraniens. Permettez-moi de vous couper, Abdelkader Sofi, plusieurs explosions retentissent en ce moment même, là où on parle, dans la ville de Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. Pour revenir sur le dossier du nucléaire, Riyad Sidawi, les progrès salués par Téhéran sont-ils désormais compromis, sachant que le ministre des Affaires étrangères du sultanat d'Oman, pays médiateur, a tout de même déclaré qu'il y avait eu des résultats assez positifs lors des pourparlers de jeudi passé? Oui, le sultanat d'Oman a été épargné de toute attaque iranienne, parce que comme j'ai dit dès le début, c'est un pays ami pour l'Iran, c'est un pays médiateur. D'ailleurs, c'est grâce au sultanat d'Oman aussi que l'Iran a conclu l'accord avec les Américains 5+1, les 5 pays membres permanents au sein du Conseil de sécurité, plus 1, c'est l'Allemagne. Les Iraniens ont joué la carte diplomatique, même économique, pendant leurs négociations à Genève. Vous savez qu'il y a des délégués économiques iraniens qui ont dit aux Américains, écoutez, c'est vrai, en 2015, un accord de 2015 n'a pas donné grand-chose aux Américains. Je parle au plan économique. À titre d'exemple, l'Iran a demandé à Airbus d'acheter plus que 100 appareils Airbus. Alors, maintenant, nous sommes prêts à acheter des Boeing au lieu d'Airbus, puisqu'ils savent que Donald Trump est un businessman, donc il veut toujours gagner de l'argent. Voilà, vous pouvez, les États-Unis d'Amérique, avec un accord avec l'Iran, gagner aussi de fric avec nous. Très bien. Et paradoxalement, la délégation iranienne a été optimiste avec M. Abbas Araghchi, alors que les Américains, on a constaté des contradictions, des déclarations. Les uns disent on avance, les autres on dit les Iraniens ne veulent pas résoudre les grandes questions dans ces négociations. Très bien, Monsieur Sidawi, on va juste laisser le dernier mot à Bassem Laraj concernant ce dossier nucléaire. Bassem, très brièvement, s'il vous plaît. Oui, effectivement, les négociations, à mon avis, étaient biaisées dès le départ, en réalité, puisque les Américains souhaitaient un accord, mais qu'avec leurs conditions, donc qui ne pouvaient être acceptés par les Iraniens. Et donc, peut-être, je le pense, c'était une manière pour eux de gagner du temps, le temps d'installer tout leur armada dans la région pour essayer d'assurer au maximum la sécurité de leur base militaire et de leurs alliés israélien dans la zone. Et on a vu dès l'arrivée du second porte-avions sur les côtes méditerranéennes orientales, finalement cette attaque a commencé. Très bien, merci beaucoup. Merci Bassem Laraj d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, Riyad Sidawi, et merci à vous, Monsieur Abdelkader Sofi, de nous avoir éclairés. C'est la fin de cette couverture spéciale. Tout de suite, le JT principal avec Nouhad Belkhadem. Excellente soirée à toutes et à tous.